Paris, place de Grève. Il fait froid, il y a du monde, beaucoup de monde. Des vendeurs de brioches, des mamans avec leurs enfants sur les épaules, des types qui vendent des places assises pour mieux voir. Parce qu'aujourd'hui, il y a spectacle. Et le spectacle, c'est une tête qui va tomber dans un panier. Et ce qu'on ne sait pas encore à ce moment précis, c'est que cette machine va traverser 2 siècles. Napoléon, 2 guerres mondiales, mai 68, elle va survivre à 7 régimes politiques différents. Et elle va s'arrêter en 1977. Oui, 1977, l'année de Star Wars, l'année du premier Apple II. La France coupait encore des têtes en public, enfin presque, pendant qu'on inventait l'ordinateur personnel. Accrochez-vous, ce soir, on retrace l'histoire complète de la guillotine. Et je vous préviens, il y a des trucs qui vont vous glacer le sang. Pour comprendre pourquoi la guillotine a été inventée, il faut d'abord comprendre à quel point ce qu'il y avait avant était atroce. Avant 1792, en France, la mort ne se donnait pas de la même façon selon qui vous étiez. Si vous étiez noble, vous aviez droit à l'épée. Une décapitation propre, rapide, un privilège de classe, littéralement jusque dans la mort. Vous étiez roturier, un citoyen normal, vous étiez pendu. Et si vous aviez commis un crime jugé grave, parricide, régicide, là, on sortait l'artillerie lourde, l'écartèlement, la roue, le bûcher. Alors le problème avec l'épée ou la hache, ça dépendait complètement du bourreau. Un bourreau un petit peu fatigué, pas assez costaud ou juste malchanceux, pouvait rater son coup. Il existe des récits d'exécution où il a fallu s'y reprendre à 4, 5, 6 reprises pour sectionner une tête. La foule hurlait, le condamné hurlait. C'était un carnage, littéralement. Alors, en pleine Révolution française, avec ses idées d'égalité et de fraternité, un homme se pose une question toute simple. Si on doit tuer des gens légalement, pourquoi ne pas au moins le faire de façon égale, instantanée, pour tout le monde? Cet homme, c'est le docteur Joseph Ignace Guillotin. Et voilà, déjà, la première légende à détruire. Non, Guillotin n'a jamais inventé la machine. Il a juste proposé l'idée d'une méthode d'exécution unique, rapide, pour tous les citoyens, peu importe leur rang. Un médecin humaniste qui voulait rendre la mort plus propre. Donc c'est assez ironique. Cette ironie va le poursuivre toute sa vie. On y reviendra. Alors l'idée de Guillotin, elle va être votée par l'Assemblée en 1791. On valide l'idée, le concept c'est ok, mais qui va pouvoir construire cette fameuse machine d'exécution égalitaire? C'est là qu'entre en scène un autre personnage et un autre médecin, Antoine Louis, secrétaire de l'Académie de chirurgie. C'est lui le vrai concepteur technique de la guillotine. D'ailleurs, à l'époque, on a failli l'appeler la Louisette ou la petite Louison, en référence à son nom, Louis. Sympa comme petit nom pour un instrument de mort. Et pour construire le prototype, on a fait appel à un facteur de clavecin allemand installé à Paris, Tobias Schmidt. Et pour les tests, alors là, accrochez-vous, on a testé la machine sur des cadavres, oui, d'abord, mais aussi, selon plusieurs sources historiques, sur des moutons, vivants eux. Le premier essai humain officiel, en tout cas, a eu lieu le 25 avril 1792, place de Grève. La victime, un voleur nommé Nicolas Jacques Pelletier. Et la foule, habituée aux longues agonies du bourreau à l'épée, est déçue. Oui, vous avez bien entendu, déçue. Tout va tellement vite que les gens crient « Rendez-nous notre bois !» en référence à l'ancienne potence. C'est passé si vite qu'ils ont trouvé ça pas assez spectaculaire. Un peu bâclé, quoi. Il n'y a plus de spectacle. Alors, attendez que je vous raconte la suite, parce que la Révolution, elle, va vite s'occuper de rendre ça beaucoup plus spectaculaire.
1793, la révolution dérape, c'est la terreur. Et la guillotine devient une véritable célébrité. On lui donne des surnoms affectueux, presque tendres, hein. La veuve, le rasoir national, la bécane. Des femmes appelées les tricoteuses viennent s'installer au pied de l'échafaud chaque jour pour tricoter en regardant tomber des têtes. Un vrai rituel social. Le petit rendez-vous de la journée avec les copines pour papoter, se détendre, tout ça, tout ça. C'est horrible. Je rigole, mais c'est pas vraiment drôle, hein. Je trouve ça juste aberrant. Il existe même des restaurants, dites-vous, qui ouvrent tout près de la place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde, ça vous parle certainement un petit peu plus, pour profiter de la vue pendant le repas. En fait, la guillotine, à l'époque de la terreur, c'était transformé en show. Et les restaurants, en fait, c'était des dîners-spectacles, quoi. On se détend, voilà, en mangeant un petit bout avec les copains. Très sympathique. On vend même des petites guillotines miniatures en jouet pour les enfants. Sérieusement. Un jouet de guillotine. Et pendant cette période, la machine va tuer des figures que tout le monde connaît. Louis XVI, le 21 janvier 1793. Marie-Antoinette, quelques mois plus tard. Épuisée, vieillie prématurément en cheveux blancs à 37 ans. Mais l'histoire la plus glaçante de cette période, c'est celle de Charlotte Corday. Le 13 juillet 1793, cette jeune femme de 24 ans va poignarder dans sa baignoire le révolutionnaire Jean-Paul Marat. Je pense que ça vous parle. Et 4 jours plus tard, elle monte à l'échafaud en chemise rouge, la tenue réservée aux assassins. Et là, un homme du nom de Legros, un aide-bourreau, fanatique de Marat, commet un geste interdit. Il attrape la tête de Charlotte Corday par les cheveux, je veux dire, dans le panier, hein. Une fois le couperet tombé, il la tend devant la foule et il la gifle, devant tout le monde. Des dizaines de témoins jureront la même chose ce jour-là, que son visage a rougi sous le coup, comme si pendant une fraction de seconde, sa tête tranchée avait encore ressenti l'humiliation. Legros sera arrêté et emprisonné pour ce geste, un scandale absolu, même en pleine terreur. Et les médecins tenteront des décennies plus tard de reproduire l'expérience sur des cadavres frais. Résultat, une joue morte ne rougit jamais, même giflée immédiatement après la mort. Rien à faire, donc scientifiquement, c'est impossible. Mais, légende ou pas, ce jour-là, toute une place publique a cru voir une morte réagir à un affront. Et puis il y a Lavoisier, le père de la chimie moderne, celui qui a identifié l'oxygène, posé les bases de la table périodique. Guillotiné le 8 mai 1794, accusé d'avoir été fermier général sous l'Ancien Régime. Lavoisier demande un sursis de quelques jours, le temps de terminer une expérience scientifique en cours. La réponse qu'on lui aurait donnée est devenue culte. La République n'a pas besoin de savants. Le lendemain, un autre grand scientifique de l'époque, Lagrange, aurait résumé la tragédie d'une phrase. Il n'a fallu qu'un instant pour faire tomber cette tête, et 100 années ne suffiraient peut-être pas pour en reproduire une semblable. Et la légende ne s'arrête pas là. On raconte que Lavoisier, en bon scientifique jusqu'au bout, aurait organisé avec son assistant un protocole macabre avant de monter à l'échafaud. Cligner des yeux le plus longtemps possible après la décapitation pour tenter de mesurer combien de temps une tête coupée reste consciente. Alors, vraie expérience ou légende inventée après coup, les historiens sont partagés. Mais l'anecdote a traversé les siècles tellement elle est parfaite. Un homme de science qui essaie jusqu'à la toute dernière seconde de sa vie de faire avancer la connaissance. Et puis coup de théâtre absolu, les révolutionnaires eux-mêmes vont finir par y passer. Danton, qui aurait lancé à son bourreau une phrase restée légendaire. « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine ». Et surtout Robespierre, l'homme qui a envoyé des centaines de personnes à la guillotine, finit lui-même sur l'échafaud, la mâchoire brisée par une balle, hurlant à la douleur quand le bourreau lui arrache son bandage juste avant l'exécution.
une machine créée pour l'égalité devant la mort a fini par dévorer ses propres créateurs. Et les chiffres sont tout bonnement vertigineux. À Paris seulement, juste Paris, environ, tenez-vous bien, 17 000 personnes vont être exécutées pendant la terreur, c'est-à-dire pendant un peu plus d'1 an. Je vous laisse faire les calculs. Ok, vous n'êtes pas bon en maths. Ça fait plus de 40 exécutions par jour. 40 exécutions par jour. Ça enchaîne. Je veux dire, c'est une usine à gaz, le truc. C'est, voilà, 40 par jour. Et encore, sans se reposer, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. C'est 40, plus de 40 par jour. C'est... Voilà. Tu m'étonnes qu'il y a des restaurants qui se sont installés, qui se sont dit, on va profiter du spectacle. Et je vous garde la légende la plus dérangeante pour la fin de cette partie. Il existe des témoignages de médecins de l'époque qui affirment avoir vu des têtes coupées, cligner des yeux ou bouger les lèvres plusieurs secondes après la décapitation. Un médecin, le docteur Borieux, a même raconté en 1905 avoir appelé une tête tranchée par son nom et avoir vu ses yeux se tourner vers lui. Alors, vrai, faux, hallucination collective, illusion nerveuse, toujours est-il que le débat scientifique existe encore aujourd'hui. On n'est toujours pas sûr. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des volontaires pour refaire des tests là, mais moi non. Alors, question qui tue, sans mauvais jeu de mots. À qui appartenait la guillotine? Qui l'entretenait? Voilà, il y a plusieurs mythes, plusieurs histoires autour de ça. Eh bien, la réponse, c'était un bien de l'État. Chaque guillotine était fabriquée et entretenue par des menuisiers et charpentiers sous contrat avec l'administration. Mais surtout, il y avait une famille qu'il faut connaître. Les Sanson. 4 générations de bourreaux. Une véritable dynastie du bio de père en fils pendant plus d'1 siècle. Charles-Henri Sanson est celui qui exécute Louis XVI. Il aurait, dit-on, gardé secrètement d'ailleurs des objets appartenant au roi toute sa vie, rongés par la culpabilité. Sa famille a littéralement grandi entre les lames et les paniers de sueur. Un des fils Sanson serait même tombé un jour, enfant, en jouant, sur la guillotine familiale entreposée chez eux. Ambiance familiale un peu particulière, on est d'accord. Et alors, entretenir la machine, c'était un vrai métier, un vrai boulot. Fallait affûter la lame en biais, le fameux couperet oblique, pensé pour trancher plus net, presque comme un couteau, plutôt qu'une hache. Huiler les rails, vérifier le poids du mouton, ça c'est la partie métallique qui alourdit la lame. Et nettoyer, beaucoup nettoyer. Un exécuteur devait aussi transporter sa guillotine lui-même en pièces détachées dans une charrette de prison en prison. Donc oui, la guillotine voyageait. Elle était démontée planche par planche et transportée dans toute la France. Petit détail glaçant supplémentaire, le bois de l'échafaud, puisque l'échafaud était fabriqué en bois. Il était gorgé de sang. Au fil des exécutions, il fallait du coup le poncer et changer des lames de bois régulièrement. Certaines pièces étaient réutilisées si souvent qu'on pouvait littéralement voir des traces sombres incrustées dans les fibres. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle de choses qui glacent le sang, laissez-moi vous raconter l'histoire du musée Grévin, le musée de cire parisien, vous connaissez ? Eh bien, à la fin du 19e siècle, le musée avait recréé un modèle grandeur nature, la scène complète d'une exécution. On avait l'arrestation d'un meurtrier, son procès, sa dernière toilette avant la mort et enfin sa décapitation. Et pour que ce soit le plus réaliste possible, les créateurs avaient carrément installé une vraie guillotine achetée à l'administration. Et un jour, une visiteuse du musée s'est arrêtée devant la scène
Elle a regardé la tête de cire posée dans le panier et elle a reconnu son fils. Ça doit être assez bizarre comme sensation. Le musée avait, sans le vouloir ni le savoir vraiment, recréé les traits d'un vrai condamné exécuté. Le choc a été tel que le musée a décidé de retirer la guillotine et de l'offrir au musée de cire Madame Tussaud à Londres. Est-ce que vous pensez que la guillotine de 1792 est la même que celle de 1977 ? Absolument pas. Sous Napoléon, elle continue d'être utilisée, mais devient un peu plus discrète. La théâtralité de la terreur choque. On veut moins de foule, moins de folklore autour des exécutions. Alors au 19e siècle, elle devient plus technique, plus standardisée. Fini le bricolage artisanal, on uniformise les dimensions. Et on a un tournant majeur. En 1939, lors de l'exécution publique du tueur en série Eugène Widmann, j'espère que je le dis bien, à Versailles, qui tourne au fiasco médiatique. La foule est tellement excitée, hystérique, presque festive, que le gouvernement français est horrifié par les photos qui circulent dans la presse. Résultat, c'est la dernière exécution publique de l'histoire de France. À partir de là, les décapitations se font à l'intérieur des prisons, à l'abri des regards. On avait déjà pris l'habitude de procéder aux exécutions très tôt le matin pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Sur cette exécution, pour la petite histoire, il y a eu un gros retard, un problème d'organisation, un gros retard de, je crois, 45 minutes sur l'horaire prévu de l'exécution. Ce qui fait qu'il y avait eu énormément de monde, une foule, clairement. Et du coup, on a eu des journalistes qui ont pu prendre des photos de la scène et ça a été diffusé et c'est ça qui a énormément choqué l'opinion publique. Ensuite, sous le régime de Vichy, pendant l'occupation, la guillotine continue de fonctionner, y compris pour des résistants. Et puis, la 5e République. Une figure entre en scène. André Aubrecht, puis son neveu, Marcel Chevalier, dernier grand exécuteur officiel de France. Le métier de bourreau devient de plus en plus tabou, de plus en plus caché, presque honteux socialement. Bah ouais, c'est quand même pas la classe de dire mon papa, il coupe des têtes. C'est sympa. J'aime bien. On la présente souvent comme la mort instantanée et indolore. La réalité est beaucoup plus nuancée. D'abord techniquement, la lame pouvait se coincer. Il existe des cas documentés de guillotines qui se sont bloqués à mi-course, laissant le condamné suspendu, conscient, la lame à moitié enfoncée dans la nuque. Je sais pas si vous imaginez l'horreur. Et ensuite, le débat scientifique sur la conscience post-décapitation n'a jamais été totalement tranché, si je puis dire. Ouh, elle est bonne celle-là. Certains scientifiques pensent que le cerveau resterait actif quelques secondes. D'autres affirment que la perte de tension artérielle provoque une perte de conscience quasi immédiate. Personne ne peut vraiment vous le confirmer pour une raison assez évidente, ma foi. Personne n'est jamais revenu pour pouvoir en témoigner. On arrive à la dernière ligne droite, 10 septembre 1977, à Marseille. Un homme nommé Hamida Djandoubi est guillotiné pour meurtre et torture. Personne ne le sait à ce moment-là, mais il s'agit de la toute dernière exécution par guillotine de l'histoire de France. Le monde a déjà changé autour d'elle. Les gens roulent en voiture, regardent la télévision en couleur, et la France utilise encore dans le plus grand secret une machine héritée de la Révolution française. On coupe des têtes. Et il faudra attendre 1981 avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand et de son garde des Sceaux, Robert Badinter, pour que la peine de mort soit définitivement abolie en France.
La guillotine ne sera donc jamais officiellement interdite en tant que machine, elle disparaît simplement parce que la peine qu'elle exécutait n'existe plus. Une page de presque 2 siècles qui se referme, presque dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, des guillotines identiques dorment dans des musées, d'autres ont disparu, vendues, détruites ou tout simplement perdues dans l'histoire. Mais certaines traces sont toujours là, sous vos pieds, sans que vous le sachiez. Rue de la Croix-Faubin, dans le 11e arrondissement de Paris, 5 petites dalles en béton, à peine visibles, marquent l'emplacement exact où était plantée la guillotine de l'ancienne prison de la Grande Roquette. Des centaines de Parisiens marchent dessus chaque jour sans même s'en douter. Et à 2 pas de là, il existe un cimetière privé, le cimetière de Picpus, l'un des 2 seuls cimetières privés de tout Paris où ne reposent que des descendants directs de personnes guillotinées pendant la Révolution. La guillotine a disparu, mais elle a laissé des cicatrices, littéralement gravées dans le bitume et dans les lignées familiales, encore visibles aujourd'hui. Ce qui reste, c'est une drôle d'obsession collective. Des films, des jeux vidéo, des expressions qu'on utilise encore sans y penser. Alors, la guillotine devait être un symbole d'égalité et de progrès, et elle est finalement devenue un symbole de terreur, de spectacle et de mystère. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite avant que des têtes ne tombent. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, la partager et à me dire en commentaire l'anecdote qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Prenez soin de vous.